penser cette période déroutante, franchement déprimante pour certains, même stressante pour le moins. Le moine bouddhiste Matthieu Ricard publie un abécédaire de la sagesse aux éditions L'Iconoclaste avec le psychiatre Christophe André et le philosophe Alexandre Jolien. Matthieu Ricard est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Matthieu Ricard. Bonjour cher ami. Écrivain, moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama. Prenons de la hauteur, prenons le temps de nous poser des questions sur ce qui nous arrive avec vous. Et d'abord, Matthieu Ricard, je vais oser une question très matérielle. De là où on est quand on est Matthieu Ricard, ça inspire quoi la problématique, le débat autour du Black Friday? Autour du quoi? Le Black Friday, Matthieu Ricard. Ah, excusez-moi, je sais pas ce que c'est. Fantastique, fantastique. Je me suis demandé si vous saviez ce que c'était. J'ai failli vous poser cette question de cette manière. Grande opération de promotion en ligne notamment, mais pas seulement, qui fait débat puisque les commerces sont fermés. Amazon pourrait en profiter. Est-ce qu'il faut ouvrir les commerces pour qu'ils puissent bénéficier de cette grande opération de promotion? Je suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Je crois que c'est les épidémiologistes qui doivent le dire. En tout cas, par exemple, si on ouvre les commerces de nécessité, peut-être que les librairies qui seraient des sources d'inspiration au moment du confinement pourraient aussi permettre aux gens d'acheter des livres. Ça serait une bonne chose. Très bien. C'est pas votre spécialité, mais vous avez eu l'agilité pour la réponse. Parce que si je vous posais la question, Matthieu Ricard, c'est que j'ai vu que vous vous inquiétiez du consumérisme. Vous l'avez dit, votre sentiment, malgré la situation exceptionnelle, on a ce besoin irrépressible d'acheter. Ben oui, on sait, il y a des études psychologiques qui ont été menées sur 30 ans, qui ont montré que les gens qui étaient le plus portés à la consommation, aux valeurs extérieures, au paraître, etc., finalement étaient moins heureux, ils avaient moins de vrais amis, ils avaient une moins bonne santé, ils avaient tendance à abuser de beaucoup de choses. Et en fait, l'idée, c'est qu'il vaut mieux donner la priorité aux valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, le savoir rester bien, être bien avec soi-même, la qualité des relations humaines, être préoccupé par les problèmes globaux comme l'environnement, au lieu de tout le temps moi, vouloir consommer ce dont nous n'avons pas besoin. Il y a quelqu'un qui définit, un des fondateurs du marketing avait dit que le marketing, c'est de faire désirer aux gens ce dont ils n'ont pas besoin. Ben, c'est ça le problème de la société de consommation. Sauf que là, vous parlez de l'individu, ses besoins et ses objets dont il n'a pas besoin. Mais ce dont on se rend compte à la faveur de cette crise, c'est qu'on doit consommer pour exister. J'exagère, mais pour qu'elle tienne, la société, en fin de compte, la consommation, l'économie, tout ça, on se rend compte que c'est essentiel. Oui, mais attendez, un Américain émet 200 fois plus de CO2 qu'un Gambien, un Qatari 2000 fois plus qu'un Afghan. Il faut bien sûr apporter des énergies renouvelables pour que les enfants puissent être éduqués dans les pays en voie de développement, pour qu'ils puissent avoir accès à l'électricité, etc. Mais il y a un surplus, aux États-Unis, il y a 2 voitures pour 3 habitants. Il y a évidemment un surplus de biens dont on n'a pas forcément besoin pour mener une bonne vie. Donc on peut faire mieux avec moins, on peut avoir une croissance qualitative et non pas simplement en rajouter en quantité. Et alors, est-ce qu'on est malheureux quand on en est privé? Matthieu Ricard, le taux de dépression a doublé en 6 semaines selon Santé publique France. Ce confinement numéro 2, alors il y a la météo, bien sûr, c'est pas le printemps du mois de mars dernier, mais pas seulement, ce confinement, il serait plus dur à encaisser. Oui, alors c'est exact il faut pas sous-estimer la difficulté des gens, les souffrances, la maladie, l'isolement des personnes qui justement sont enclins à la dépression, vulnérables à la dépression, et ça renforce cette tendance. Il y a des grandes difficultés et en même temps, c'est aussi le moment de ce fait d'utiliser l'antidote à la dépression, c'est-à-dire peut-être moins ruminer dans sa tête, avoir plus de solidarité, s'intéresser, s'ouvrir aux autres, faire preuve de bienveillance, essayer d'aider les personnes qui sont dans le besoin, améliorer la qualité des relations humaines. J'ai un ami qui est un psychologue expérimental au Danemark qui a interviewé 1000 personnes. Il y a eu 1/3 de personnes qui ont eu cette difficulté très forte, aussi les violences domestiques, mais les 2/3 avaient plutôt une expérience positive de réévaluer leurs priorités, de se trouver avec eux-mêmes, de profiter de la nature, de profiter de leurs proches. Alors évidemment, si on est coincé dans un tout petit local et qu'on a perdu son travail, c'est peut-être tragique. Il ne faut pas sous-estimer ça. Néanmoins, la résilience, c'est quand on n'a pas le choix, on se trouve dans une situation, c'est non pas de se résigner, mais d'essayer de trouver en soi les ressources intérieures pour faire face au haut et au bas de l'existence. Et ça, malgré tout, on peut s'entraîner à ça. Oui, la résilience, c'est pas encaisser, c'est se relever. La résilience, c'est effectivement,
ça sert à rien de se révolter contre ce qui est dans le présent, parce que ça, c'est peine perdue. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On est à la croisée des chemins. Donc, imaginez toutes sortes de scénarios possibles, de solutions, au lieu de se dire c'est foutu, de toute façon tout le monde est contre moi, le monde est mauvais, et donc pas tomber dans un pessimisme qui nous sape toute notre joie de vivre et notre esprit et notre créativité, mais trouver quelque chose, et trouver une solution, et au moins essayer à chaque instant d'essayer de vivre un peu mieux ces choses-là, puisque de toute façon on est confronté à la souffrance, donc essayer de la vivre différemment, parce qu'en fin de compte, on a affaire à notre esprit du matin au soir, et c'est quand même lui qui traduit en bien-être ou en mal-être les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. On peut très bien garder sa joie de vivre dans l'adversité, et aussi être complètement déprimé, même si tout va bien autour de soi. Dans cette crise, Mathieu Ricard, il y a une problématique générationnelle. Les jeunes qui vont payer la crise, la dette pour sauver la vie de leurs aînés, il y a la privation de la liberté, il y a l'arrêt de la société. Qu'est-ce que ça dit de notre société en ce moment? Vous voyez quoi? Un clash de générations ou au contraire une forme de solidarité sur la pyramide des âges? Alors, dans le présent, je ne peux pas vous dire, mais il y a un truc qui est certain pour ce qui est du long terme, puisque vous en parlez, c'est qu'aujourd'hui, nous trahissons les générations à venir, comme l'a dit Greta Thunberg, parce qu'ils diront, vous saviez et vous n'avez rien fait. On peut dire que la crise d'aujourd'hui, en fait, est un avertissement sur des problèmes beaucoup plus graves qui viendront du réchauffement climatique et de l'environnement. Et le problème, c'est que, comme disait Winston Churchill, un homme d'État se préoccupe des générations futures et un homme politique des élections à venir. Donc, c'est très difficile de prendre des décisions à long terme, parce que si on vous dit la maison va prendre feu dans 30 ans, on dit on verra bien, alors qu'en fait c'est maintenant qu'il faudrait suivre les avis des scientifiques et faire ce qui est encore possible pour empêcher le réchauffement climatique. Récemment, il y a un article qui vient de paraître dans Nature, qui est une revue scientifique, disant que une des façons les plus efficaces de revenir 15 ans en arrière sur les émissions de CO2 serait par exemple de passer mondialement, de donner une plus grande priorité à l'alimentation basée sur les plantes, parce que l'élevage industriel et le transport de grains pour faire de la viande est le deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc vous voyez, il y a quand même des solutions possibles, mais quand on voit la détermination dont ont fait preuve les chefs d'État à propos du Covid, quand même la population a quand même suivi très largement. On disait que s'ils pouvaient mettre un tout petit peu de cette détermination sur les problèmes à long terme de l'environnement, eh bien, on pourrait quand même construire quelque chose de valable. Mathieu Ricard, pour terminer, je sais, je l'ai lu dans la presse, que vous êtes confiné, vous, en Dordogne, avec votre maman qui est très âgée. On va respecter son intimité, mais je voulais simplement vous demander si vous êtes au bon endroit, au bon moment, si c'est important d'être là où vous êtes maintenant. Ah vous savez... Je crois que là où vous êtes, c'est toujours le point de départ de ce qu'on peut essayer de faire d'utile. Et mon idéal à moi, c'est d'essayer de devenir un peu meilleur pour être mieux au service des autres. Donc j'essaie de faire ça. Nous continuons en Inde, au Népal et au Tibet à aider 300 000 personnes par an, notamment beaucoup dans le moment du confinement en Inde, où les gens sont encore beaucoup plus malheureux, ils ont rien à manger. Donc on essaie de venir en aide. On a une association qui s'appelle Karuna Sechen, et on fait de notre mieux, le plus activement possible, pour venir en aide à ceux qui sont les plus démunis. Merci beaucoup Mathieu Ricard. Merci à vous. Le moine bouddhiste Mathieu Ricard, photographe, qui publie un abécédaire de la sagesse aux éditions L'Iconoclaste avec le psychiatre Christophe André et le philosophe Alexandre Jolien.